La course est lancée et les projecteurs de l'Europe du football se tournent déjà vers 2029. Une finale de Ligue des Champions, ce n'est pas qu'un match, c'est un événement planétaire, un aimant à fans, un tremplin économique et un enjeu de prestige international. Mais comment une ville décroche-t-elle ce Graal? Pourquoi certains stades se battent-ils à coups de dossiers, de rénovation et de promesses politiques pour accueillir ce seul et unique rendez-vous? Pour comprendre, il faut remonter aux coulisses. Les candidats ne sont pas les clubs eux-mêmes, mais les villes et leurs stades. Jean-Pascal Gaillan, économiste du sport, nous met face à la réalité des chiffres. Une finale réunit entre 65 000 et 85 000 spectateurs, mais presque aucun local. Les retombées économiques sont gigantesques. Restauration, hôtels, taxis, shopping, on parle de 30 à 50 millions d'euros en une seule soirée. Une telle manne économique explique pourquoi l'UEFA scrute chaque candidature avec une précision quasi chirurgicale. Derrière l'image festive et glamour d'une finale de Ligue des Champions se cache une mécanique complexe où chaque détail compte, de l'accueil des supporters à la logistique hôtelière, en passant par les flux de circulation et la sécurité. Les villes qui rêvent d'organiser ce rendez-vous savent qu'elles jouent gros. C'est une opportunité de prestige, mais aussi une mise à l'épreuve de leurs infrastructures et de leur capacité à gérer l'événement le plus médiatisé d'Europe. Même l'horaire du match, qui pourrait sembler anodin pour le spectateur, devient un véritable enjeu stratégique. Jusqu'ici, la tradition voulait que le coup d'envoi soit donné à 21h. Un horaire confortable pour les téléspectateurs, mais souvent trop tard pour que les visiteurs puissent pleinement profiter de la ville ou prolonger leur expérience dans les restaurants et hôtels. Le match se termine autour de 23h et déjà les premières contraintes se font sentir. Taxis saturés, rues bondées, hôtels débordés. Vincent Chaudel, économiste du sport, le souligne avec une clarté redoutable. Le timing n'est pas seulement sportif, il est économique. Chaque minute influence le comportement des visiteurs, la consommation et, in fine, le chiffre d'affaires généré. De là à comprendre pourquoi l'UEFA envisage d'avancer le coup d'envoi, il n'y a qu'un pas. Maximiser l'impact économique, assurer la fluidité de l'événement et transformer cette finale en véritable machine à cash pour tous les acteurs impliqués. Mais comment une ville se prépare-t-elle réellement à accueillir ce monstre qu'est une finale de Ligue des Champions? La première étape est la phase de lancement. Ici, seules les associations membres de l'UEFA, la Fédération française de football pour Paris, la Real Federación Española pour Barcelone ou encore la Magyar Labdarúgó Szövetség pour Budapest peuvent déposer officiellement leur candidature. Il ne suffit pas de vouloir organiser l'événement. Il faut démontrer sa capacité à répondre à un cahier des charges exigeant, à accueillir des dizaines de milliers de spectateurs venus de toute l'Europe et à transformer un simple match en un véritable festival international. Chaque candidature devient ainsi une vitrine, non seulement pour le stade ou la ville, mais aussi pour le pays tout entier. Une fois la candidature déposée, le véritable marathon commence. Le montage du dossier n'est pas une simple formalité. Il s'agit d'un processus long, minutieux, où chaque ligne, chaque chiffre, chaque plan est passé au crible. Dimension des tribunes, capacité des parkings VIP, accès pour les médias, sécurité des spectateurs, rien n'échappe aux exigences de l'UEFA. Les villes rivalisent d'ingéniosité pour démontrer qu'elles peuvent transformer un stade en un théâtre mondial du football, capable d'accueillir des dizaines de milliers de fans venus de tous horizons. Chaque dossier est une véritable démonstration de savoir-faire logistique, économique et organisationnel. Vient ensuite l'inspection sur le terrain, un moment décisif où la théorie rencontre la réalité. Les représentants de l'UEFA arpentent les stades, évaluent les infrastructures, vérifient les hôtels, testent les accès, examinent les flux de circulation et la sécurité des entrées et sorties. Tout doit être parfait, un faux pas, une place VIP mal pensée, un vestiaire trop étroit et la candidature peut être recalée. C'est un véritable audit grandeur nature où la moindre lacune peut coûter des millions et faire basculer le vote final. Et ce vote, ultime étape, est gardé secret. Le comité exécutif de l'UEFA tranche à bulletin clos. Les discussions peuvent durer des heures, les alliances se forment et se défont, et une seule voix peut décider du destin de la ville candidate. La pression est énorme. C'est la dernière marche avant le Graal. Mais tous les stades ne sont pas égaux face à ce défi. Seuls les stades de catégorie 4, au nombre d'une quarantaine sur tout le continent européen, peuvent prétendre à accueillir une finale. Cette catégorie est la crème de la crème, une norme imposée par l'UEFA qui garantit un standard absolu en matière de capacité, de sécurité, de confort et de visibilité.
Les autres stades, aussi emblématiques soient-ils, n'ont tout simplement pas le droit de concourir. Et c'est ici que commence vraiment la sélection naturelle. Le stade doit être non seulement beau, mais capable de survivre à la plus haute exigence du football mondial. En France, seuls 6 stades atteignent ce fameux rang 4. Le Stade de France à Saint-Denis, le Parc des Princes à Paris, le Stade Pierre-Mauroy à Lille, Geoffroy Guichard à Saint-Étienne et quelques autres arènes capables de relever le défi. Mais obtenir cette classification n'est pas un simple label. Elle résulte d'un cahier des charges quasi militaire où chaque critère est scruté à la loupe. La taille du stade, la sécurité des accès, la fluidité des parkings VIP, la qualité de l'éclairage, les dimensions des vestiaires, les capacités des zones médias, les espaces réservés aux photographes. Chaque détail compte. Un faux pas peut coûter la candidature et les villes le savent. Pour autant, l'histoire récente montre que l'UEFA privilégie les mastodontes du football, les stades capables d'accueillir plus de 70 000 spectateurs. La raison est simple. Au-delà du spectacle, il y a les sponsors, les partenaires, les caméras du monde entier et l'impact médiatique. Madrid, Lisbonne, Munich, ces arènes ne sont pas seulement des stades, ce sont des temples où la finale devient un événement mondial, un rendez-vous que le monde entier suit et commente, où chaque siège compte, chaque projecteur éclaire non seulement le terrain, mais aussi l'image de la ville et de son pays. Dans cette course effrénée, la taille et le prestige deviennent des armes, et seules les métropoles capables de combiner infrastructure, sécurité et visibilité internationale peuvent prétendre toucher le Graal. Les autres restent sur le quai, spectateurs malgré eux d'un spectacle où la grandeur ne s'achète pas, elle se construit depuis des années. Même le Stade de France, avec toute sa légende et son histoire, peine aujourd'hui à rivaliser avec les nouvelles cathédrales du football européen. Les stades modernes ne se contentent plus d'accueillir des matchs, ils deviennent des spectacles à part entière, des machines à émotion et à revenus, où chaque projecteur, chaque siège et chaque tribune est pensé pour éblouir le monde entier. Mais organiser une finale dépasse largement le cadre économique. Pour des villes comme Budapest ou Kiev, décrocher ce privilège, c'est bien plus qu'un simple match. C'est une vitrine mondiale, un moyen de s'imposer sur la carte des grandes métropoles européennes. C'est la possibilité de montrer au monde entier que la ville est capable de gérer un événement de classe mondiale, que ses infrastructures sont à la hauteur et que son image peut rayonner bien au-delà des frontières. À Budapest, Viktor Orban en est parfaitement conscient. La finale n'est pas seulement un enjeu sportif, elle devient un outil de soft power, un levier pour accroître l'influence politique et culturelle de la Hongrie dans le concert européen. Chaque spectateur, chaque caméra, chaque flash photographique contribue à inscrire la ville dans l'imaginaire collectif du football mondial. Dans ce contexte, le sport devient plus qu'un jeu. Il devient un instrument stratégique capable de transformer une ville en capitale d'attention internationale, ne serait-ce que pour quelques heures électriques de football. Mais derrière le glamour et la grandeur, l'organisation d'une finale peut rapidement se transformer en cauchemar logistique. Le Stade de France, symbole du football français, en a fait l'expérience de manière brutale. La finale Liverpool-Real Madrid restera dans les mémoires, non pour les buts spectaculaires ou le suspense sur le terrain, mais pour la gestion chaotique des supporters, les incidents qui ont éclaté aux abords du stade et les nuages de gaz lacrymogènes qui ont éclaté dans les tribunes. Ce qui aurait dû être une célébration du football européen s'est transformé en fiasco opérationnel. Et même si les intentions étaient louables, l'événement a laissé une trace indélébile dans l'image du stade, teintée de tension et de controverses. Aujourd'hui, organiser une finale à Paris n'est plus seulement une question de prestige. C'est un défi technique et logistique majeur, un véritable test de précision et d'ingénierie humaine. Chaque détail compte. Les infrastructures doivent pouvoir supporter un flux massif de spectateurs venus du monde entier. Les sorties et les accès doivent être calibrés pour éviter tout engorgement. Chaque rue et chaque avenue doivent être planifiées pour fluidifier la circulation et sécuriser les déplacements. L'accueil, les zones de restauration, les parkings VIP, la sécurité des journalistes et des photographes, tout doit fonctionner comme un mécanisme horloger. Car derrière le spectacle, il y a un impératif, la sécurité et l'expérience des supporters. Un événement raté ne se mesure pas seulement en termes de chaos immédiat, mais aussi en termes de réputation à long terme. La mémoire collective des supporters, des clubs et des partenaires économiques se souvient longtemps d'une finale mal gérée. À Paris, le défi est donc double.
préserver l'image de l'événement tout en démontrant que la ville, ses infrastructures et son personnel sont à la hauteur de la scène européenne la plus exigeante. En réalité, chaque finale est une équation complexe. Logistique plus sécurité plus prestige plus économie. Il ne suffit pas d'avoir un stade légendaire ou des tribunes pleines. Il faut que tout, absolument tout, fonctionne en parfaite synchronisation. Et c'est là que le mythe du Stade de France se heurte à la réalité moderne. Les stades récents d'Europe occidentale ou de l'Est combinent design, technologie et expérience spectateur de manière à minimiser les risques et maximiser le spectacle. À Paris, comme ailleurs, il faut donc non seulement corriger les erreurs du passé, mais réinventer la manière d'organiser une finale sous le regard attentif du monde entier. Alors, quelles seront les prochaines étapes dans cette course effrénée pour accueillir la finale de la Ligue des Champions ? 2026, le Ferenc Puskás Stadium à Budapest ouvrira les portes de sa pelouse, offrant à la Hongrie une vitrine unique sur le monde. Un événement où chaque siège, chaque projecteur et chaque caméra transforme la ville en scène internationale. 2027, cap sur Madrid et le stade Metropolitano, où l'adrénaline des supporters et la passion des clubs espagnols promettent un spectacle monumental. 2028, le mystère reste entier. Munich, déjà haute en 2025, a postulé. Mais rien n'est encore tranché. Le suspense palpable maintient toute l'Europe en haleine. 2029, le duel s'annonce épique. Barcelone ou Wembley, deux icônes du football européen, deux villes chargées d'histoire et d'émotion, prêtes à tout pour décrocher le Graal. Le monde entier retient son souffle. Derrière ces destinations, une vérité s'impose. Une finale de Ligue des Champions n'est pas seulement un match, c'est une machine à cash, un booster de prestige, une arme de soft power. Les grandes villes l'ont compris. Elles se battent non seulement pour le spectacle, mais pour leur image, leur influence et leur rayonnement sur la scène internationale. Pour les supporters, c'est l'événement d'une vie, un moment à vivre, à immortaliser, à raconter. Pour les hôtels, les taxis, les restaurants, c'est un jackpot économique, des retombées qui peuvent se chiffrer en dizaines de millions d'euros en seulement quelques heures. Pour les maires et gouvernements, c'est une question de pouvoir, de réputation et d'image. Une finale bien organisée peut transformer la perception d'une ville et de tout un pays, tandis qu'un fiasco laisse des traces durables. Alors oui, derrière les projecteurs, derrière le spectacle et la magie du football, il y a une mécanique redoutable, faite de chiffres, de politique et de stratégie. Pour Barcelone, pour Wembley, pour chacune des villes candidates, il n'y a pas de place pour l'erreur. Chaque décision compte, chaque détail est scruté et le monde entier regarde. La course est lancée et seule la perfection permettra de toucher le sommet.